savez bien, monsieur le garde des Sceaux, me connaissant personnellement, qu'il est d'autres époques où, à vos côtés, j'ai mené les mêmes combats. Monsieur Santini, une fois de plus, taisez-vous. Jamais. Alors que je suis parlementaire depuis 1968, je n'ai senti et ressenti une chose pareille. Pierre Mazeaud fait partie de ces hommes politiques dont la forte personnalité marque les esprits. Secrétaire d'État de plusieurs ministères, il fut aussi tour à tour député, président de l'Assemblée nationale, de la Commission des lois et du Conseil constitutionnel. Malgré un caractère qu'il qualifie lui-même d'odieux, Pierre Mazeaud traverse la Ve République en conseillant les plus grands. Enfin la France, au sommet. Eh bien, je suis ému. C'est vrai, ça. Mais que c'est beau. Un tempérament que Mazeaud a toujours mis au profit d'une autre passion, celle de la montagne. Alors qu'il gravit les plus beaux sommets de la République, il profite de chaque week-end pour ouvrir des voies restées célèbres dans le massif du Mont-Blanc, dans les Dolomites ou jusque dans l'Himalaya, où il dirige en 1978 la première expédition française qui met un pied sur le toit du monde. À 85 ans, Pierre Mazeaud est encore membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et même s'il a arrêté récemment l'alpinisme, il continue de venir chaque été dans ces montagnes qui le fascinent comme au premier jour. La face ouest, à gauche, la face ouest des Petits Rosses. La mer de glace, c'est magnifique. On a le sentiment à vous écouter, Pierre, que vous n'avez jamais quitté ce massif. Hein. Oh, j'adore. Ça reste intact pour vous. Hein. Pour moi, c'est beaucoup. Pierre Mazeaud a souvent grimpé dans le massif du Mont-Blanc, un endroit dans lequel il prend beaucoup de plaisir à revenir aujourd'hui en compagnie de sa fille. Les Calanques, il était de Marseille. Il s'entraînait dans les Calanques et il n'a plus jamais refoutu les pieds à Chamonix. Il a grandi ce chemin, il m'a arrangé parce qu'autrefois on descendait 50 mètres et on avait la glace. Quoi. Mais je te parle dans les années 60. Hein. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a plus de glace du tout, c'est fini. Quoi. Et autrefois, il y avait, tu vois, ce grand glacier blanc sous les Jorasses. Oui. Ça s'appelle le glacier de Talef. Et c'est un immense glacier qui est arrivé à la mer de glace. Et il y avait à la jonction des deux grands glaciers, le glacier du Géant et le glacier de Talef. Ça faisait un monticule de glace. J'ai passé toute ma jeunesse à Grenoble, où mon père était magistrat. Alors, il m'emmenait en montagne, pas tellement pour que je fasse de la montagne, mais pour que je récite mes vers de Virgile que j'avais au lycée le lendemain. Bon, des conneries comme ça. Il me parlait allemand aussi parce que je faisais la langue allemande. Alors, ça m'a servi d'ailleurs plus tard puisque j'ai grimpé beaucoup avec des Allemands, énormément. Avec Hibler, Kinshofer, des grands chefs. Et donc, j'ai pris goût à la montagne, quoi. Mais je l'ai un peu abandonné après parce que j'ai fait beaucoup de ski. Et c'est à Paris où je faisais des études supérieures que j'ai été à Fontainebleau. Et j'ai trouvé tous mes copains, les Parago, les Berardini, Magnon, tous les grands noms, sous la haute direction de Pierre Alain. Puis après, on a découvert à 160 km de Paris le Saussois, une très belle falaise qui n'est pas haute, qui fait 50-60 mètres, où on a fait beaucoup de choses là. On s'entraînait, et puis dès qu'on avait un moment, on partait à Chamonix, quoi. Alors voilà une voie Mazeaud, tiens. Le triangle, avec Contamine, avec Conta. Ah, c'était la gaieté, ça. Laquelle alors? Tu vois un grand triangle de rocher, là, qui amène dans les traces, là-haut, vers le sommet du Tacu. On avait ouvert la goulotte de neige-glace, là, avec Contamine. Mais ça nous avait pris une matinée. On était au refuge, on voulait faire autre chose, puis on a laissé faire ça. Qu'est-ce que c'est beau, là. C'est magnifique. C'est toute l'époque de l'hôtel de Paris à Chamonix, enfin tout ça, c'était un petit peu les filles, les copains, tout ça, on a fait des tas de choses.
et évidemment la montagne, quoi. Et là, on grimpait pas mal, on a fait nos premières dans la mesure où c'était les Parisiens qui étaient les maîtres de l'hôtel de Paris et c'était tous les grands alpinistes français de Paris, j'entends. D'où les difficultés qu'on a rencontrées avec les chamoniards à l'époque, car il est vrai qu'on faisait des voies nouvelles, que les chamoniards auraient bien aimé les faire. Et je parle de la jeune génération de Chamonix. Mais ils étaient obligés de bosser, eux, comme guides, ils emmenaient les mecs au Mont Blanc, tandis que nous, on faisait les voies qu'ils auraient bien voulu faire. Alors effectivement, là, j'allais très souvent à Chamonix, je peux dire presque tous les week-ends. Il n'y avait pas encore l'autoroute, on traversait le Morvan, enfin, on faisait des courses, évidemment, mais il n'y avait pas la même circulation qu'aujourd'hui. Et donc, j'y allais très souvent. Mon patron, qui était un ami très cher, Jean Foyer, quand j'étais à son cabinet au ministère de la Justice, alors il savait que je partais, il n'était pas très content, mais il me laissait partir, quoi. Parce que des fois, on allongeait un peu le week-end, on faisait un bivouac par hasard. Alors évidemment, je ne rentrais pas le dimanche soir, je rentrais que le lundi soir, et je voyais le mardi matin, il m'a dit « Petit Pierre, il faut arrêter la montagne et tout, c'est trop dangereux ». Et puis je recommençais 100 fois, quoi. Pierre Mazeaud, êtes-vous surpris de cette prise de position et êtes-vous prêt à la discussion? Mais je ne suis pas surpris de cette prise de position et je sais bien que tous les textes méritent des améliorations et que la négociation et la discussion, elle est précisément pour cela, c'est-à-dire trouver les meilleurs... La politique, c'est la chance. Si j'étais anarchiste, j'écrivais dans le Libertaire, et puis un beau jour, j'ai rencontré Michel Debré qui m'avait fait venir à Matignon, qui savait qui j'étais, ce que je faisais, j'étais donc l'extrême gauche, et qui m'avait dit « Vous entrerez à mon cabinet ». Et j'ai trouvé ce geste assez exceptionnel d'un Premier ministre, d'une humanité immense, et qui me dit mais vous entrerez à mon cabinet, mais vous continuerez à faire ça. Ce que j'ai continué un peu, puis après, pris par le boulot. Voilà la sortie de Capucin. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde la couleur du granit. Rouge, c'est prodigieux. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est. Les aiguilles du diable. Et là, il y a une très belle princesse que j'avais faite avec... tiens, regarde les mecs en bas, là. Ah oui. Les petits mecs en bas. Il y a une satisfaction toute particulière à ouvrir une voie que personne n'a jamais faite. C'est un peu la compétition, c'est peut-être le mauvais côté, au fond, de l'alpinisme, dans la mesure où la compétition nous conduisait à avoir des attitudes qui n'étaient pas tout à fait normales vis-à-vis de nos propres amis. On ne disait pas à Chamonix, à nos amis, y compris les amis parisiens, où on allait. Tu vas où demain? Ils voyaient bien qu'on préparait quelque chose. Alors on était dans une équipe d'amis, 4-5. On disait, ah non, on va se promener à l'Aiguille du Midi, à la Vallée Blanche, pour voir un peu, faire des photos. Ils sentaient bien qu'on allait faire quelque chose, on ne le disait pas. Donc, comme ça. Au micro, Pascal Rossini. Toutes autres affaires cessantes, qu'il nous faut ouvrir ce journal sur une nouvelle navrante. Dans les Alpes, c'est le drame qu'on craignait. On a retrouvé cette nuit les alpinistes français et italiens. 4, hélas, sont morts. Mais en 1961, une expédition va marquer à jamais la vie de Pierre Mazeaud. Ce week-end du mois de juillet, le jeune alpiniste a rendez-vous avec ses amis Pierre Coleman, Robert Guillaume et Antoine Vieille. Les 4 Français veulent cette fois s'attaquer à une voie encore vierge, le pic du Grand Freinet. Je savais que Bonatti avait déposé du matériel au Freinet. Et comme il était au Pérou, j'ai dit à mon équipe, Walter n'est pas là, on y va, quoi. Et puis, on est allé au refuge. Et là, dans la nuit, Walter est arrivé, quoi. Il rentrait du Pérou. Il avait dû savoir que j'avais ce projet par les chamoniards. Et il m'a trouvé avec mes potes. Et là, il m'a dit, bon, ben, vous êtes avant moi, allez-y, et puis je ferai la seconde. Et Antoine Vieille a dit, mais non, quand il a vu Bonatti, le grand Bonatti, il a dit, on va tous ensemble. Puis on est partis ensemble. Voilà. Une histoire un peu amusante, le début.
Le soir du deuxième jour, il faisait un grand beau. Et puis je vois des petites flamèches sur mon marteau pour planter des pitons. Et là, Walter m'a crié, c'est l'orage. Je lui dis, tu te fous de ma gueule, c'est tout bleu. Et d'un seul coup, tous les nuages de l'ouest sont passés par-dessus du Mont Blanc, il est tombé dessus avec l'orage. Alors j'ai fait un rappel tout de suite, je suis tombé au bas de mon rappel, il y avait le père Coleman, et Coleman, le premier, a pris la foudre. Parce qu'il avait un appareil à l'oreille, il n'avait pas arrêté la pile. Alors je lui ai fait des piqûres de coramine, des trucs comme ça pour le remettre debout. Il allait bien, enfin, mais quand même il avait pris un choc puisqu'il avait un édème au cerveau. On l'a su beaucoup plus tard. Et puis là j'ai dit, Walter, il faut qu'on redescende vite. Il m'a dit, t'as raison, sinon on y reste tous. Et là on passe sur le col, et voilà le pilier des Follets. Hop, on arrive dans le bassin des Follets, et voilà l'immense pilier, qui est vraiment très très beau. Alors un granit magnifique. Je reconnais presque les endroits où on a dû voguer. Et oui. Puis on a commencé la descente des Rochers Gruber, où là Antoine est mort, dans une traversée de neige facile, mais il s'est assis, ce con. Alors Walter me disait, mais fais-le lever, il va me filer une avalanche, parce que Walter retraversait en dessous. Et moi je l'appelle, ce con, je lui dis, ben merde, tu t'es assis. Il répond pas, alors j'ai été le voir, il était mort. Alors c'était le premier de la série, quoi. Et puis après, on a attaché Antoine au cadavre. Et puis on a continué à descendre. C'était un drame épouvantable. On a acheté nos sacs, on ne tenait plus, quoi. Et on est arrivé au bas des Gruber. Et c'est là que Guillaume est mort. Il est tombé dans une crevasse, mais on ne s'en est pas rendu compte parce qu'il était derrière nous. Et là, Walter me dit, écoute, Johnny, il va pas bien. Reste là, je vais jusqu'à Gamba. Et je sais qu'il y a des équipes de secours qui ne montaient pas compte tenu de l'orage et du mauvais temps, mais je vais leur dire de remonter l'Illuminata. C'est un sentier, hein, après. Et puis, ils viennent nous chercher tous les deux. Et là, moi, j'étais sur un piton avec mon ami Johnny, là. J'ai bien senti qu'il n'allait pas très fort. Et il me commençait à me parler de sa moto qu'il allait pas revoir, Portofino. Moi, Et puis, il est mort. Alors là, je me suis trouvé un peu seul, quoi. Je me souviens, c'est des détails. J'ouvrais ma veste en duvet et je sortais les plumes en les comptant parce que je savais qu'il ne fallait pas que je dorme. Sinon, j'ai resté à mon tour. Le commandant de l'école de haute montagne de Chamonix, Bonetif et Gallieni ont été récupérés, évacués sur Courmayeur et sont vivants, sont bien. Odjourny est mort. Guillaume, Yeig sont morts tous les deux. Et n'ont pas pu être récupérés. Et puis j'arrive au refuge Gamba et là, évidemment, c'est un drame. Parce que je tombe sur Walter, ce con, et qui me dit « Et Johnny, il n'est pas avec toi ?» Et je dis « Et Coleman ?» Je ne voyais pas mon meilleur pote. Et il me dit « Coleman est mort à côté du refuge. Et Johnny, ben, j'ai dit « Il est mort aussi. » Voilà, la fin. Au-dessus de cette nappe de neige où j'avais pratiquement été jusque sous le toit, là on voit les fissures qui m'amènent sous le toit. Et puis là, c'était baissé, quoi. Et on a tous vogué là dans les taches de neige les plus hautes. Je vois bien, c'est prodigieux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et on voit bien la fissure au-dessus des taches de neige que j'avais pitonnées, pratiquement jusqu'au toit. Sorti le toit là, et puis après on s'en va à gauche. Oh c'est beau, quel pilier, mon Dieu. Et le pilier a été fait quelques semaines après. Je ne veux pas dire contrairement à des lois de l'alpinisme, mais enfin, mon ami René Desmaisons avec les Anglais, Dom Williams, John Brown, etc., ont retrouvé tous nos pitons et ils ont fait les 2 longueurs qui restaient pour aller au sommet. Bon,
C'est comme ça. C'est la vie. Après le drame du Fresnay, Pierre est hospitalisé pendant quelques jours. Puis la vie reprend le dessus. Mazot n'a jamais pensé à renoncer à la montagne et rentre à Paris avec l'endurance d'un homme à qui plus rien ne peut arriver. J'ai aimé passionnément la montagne, mais j'ai aimé, alors d'une passion peut-être différente et moindre, mais j'ai aimé passionnément la politique et le droit. D'ailleurs, j'ai jamais fait de la vraie politique. J'ai été parfois dans des instances, mais ça m'emmerdait, ça. Moi, j'étais pas l'homme d'un parti. J'étais toujours très indépendant. La politique que je faisais, c'était pour garder mon siège de député afin de continuer à être président de la commission des lois, parce qu'il fallait naturellement être réélu. Mais je dois dire que l'élection, être auprès des électeurs, ça m'a pas toujours emballé. Les samedis, dimanches, et là je pouvais plus faire de montagne, bien sûr, j'en faisais quand même, mais aller dans les différentes circonscriptions que j'ai connues. Puis après, j'ai été longtemps élu de Haute-Savoie, où là j'étais élu de Thonon-Évian. Je me retrouvais donc en montagne, moyenne montagne, mais enfin la Dandoche, tout ça, c'était assez sympathique. Et il y avait beaucoup de communes, j'allais voir les maires où on parlait pas tellement de leurs affaires, on parlait de montagne, parce que c'était quand même des types qui aimaient la montagne. Donc voilà. Mais enfin, ce que j'ai aimé, c'est le travail à l'Assemblée nationale. Ça m'a vraiment passionné, parce que je faisais du droit, et je m'étais intéressé depuis quand même quelques années, même décennies au droit, donc voilà quoi. 1h du matin à l'Assemblée nationale. Pierre Mazot, qui préside, quitte le perchoir. Il veut lever la séance, la majorité et le gouvernement veulent poursuivre. Alors Pierre Mazot pique une colère. Tu ne lui aurais pas dit, non, on ne peut pas finir ce soir, tu ne l'aurais pas mis de mauvaise humeur. Personne ne dit rien à Pierre Mazot, il fait ce qu'il veut, et tu as eu tort d'essayer de... Non, j'ai toujours été très indépendant. Je reste très attaché à De Gaulle, c'est évident. Je suis gaulliste et un des rares encore qui reste aujourd'hui, vu l'âge. Mais c'était avant tout l'indépendance et le sens de l'État. C'est ce que m'avait appris le général lui-même. Et je veux dire que... Et puis évidemment, surtout Michel Debré. Et j'ai gardé ça toute ma vie. Je suis très très indépendant. Je dis ce que je pense. C'est un souvenir peut-être de mes années de jeunesse où j'étais secrétaire général du parti anarchiste. Donc j'ai gardé toujours cette liberté d'esprit, qui a été au début, quand je suis arrivé à l'Assemblée, un peu critiquée par mes propres amis politiques, ceux au sein du même parti. Mais très vite, ils ont compris que j'étais indépendant. Ils ne m'ont pas emmerdé là-dessus. Mais Pierre, il fait ce qu'il veut. Bon. Et j'ai fait ce que j'ai voulu pendant mes nombreuses années, puisque j'ai été quand même parlementaire pendant près de 30 ans, coupé, il est vrai, par un ministère jeunesse et sport que j'ai beaucoup aimé. Et là, je me suis beaucoup intéressé à ça. Sommet, pourtant de radio, me reçois-tu? Magnifique. On sera quand même bien content de voir du thé au col sud, hein. Voilà, vitement. Des litres. Allez. Mais que c'est beau. Que c'est Des beau. litres. Fantastique. Ah là là. Allez, vive notre pays, 25 ans après. On a foutu ce drapeau. Allez. Avec les jeunes. Parmi les grandes expéditions de Pierre Mazot, l'ascension de l'Everest en 1978 a elle aussi marqué les esprits. Ce jour-là, le dimanche 11 octobre, Pierre, accompagné de Jean Afanassieff et de Nicolas Gégère, pose le pied sur le toit du monde. Il est alors âgé de 49 ans et conduit la première expédition française au sommet de l'Himalaya, à 8800 mètres d'altitude. Un exploit tout relatif pour Pierre. Pour moi, pour certains de mes amis, je pense à Jean Afanassieff. Alors pour un type comme Jean, d'avoir fait l'Everest, le premier Français d'avoir fait l'Everest, c'est sûr que ça a dû jouer dans son exercice professionnel. Mais moi, c'est pour ça qu'il va me faire avancer auprès d'un ministre ou au gouvernement. Bon, j'ai toujours dit, d'ailleurs c'est méchant, mais Dieu et son âme, c'est Herzog, j'ai toujours dit que moi j'ai fait, c'est pas l'Everest qui m'a permis d'être ministre, je l'ai eu avant, tandis que j'en connais un, je disais méchamment.
Ah oui, c'est parce qu'il avait fait l'Annapurna qu'il a été ministre. Ce qui n'est pas inexact d'ailleurs. Bon, enfin, bon, c'était pas très gentil de ma part. Bon, mais enfin voilà, non, mais très franchement, heureux. Tout s'est bien déroulé, pas un seul pépin, rien du tout, impeccable. Chaque été, Pierre Mazeaud traverse les Alpes pour venir admirer le versant italien du Mont Blanc qu'il a tant pratiqué. Une sorte de rituel où il retrouve Montezzano Ruggiero, avec lequel il partage le souvenir de leur ami commun, le grand Walter Bonatti. À ta santé, mon grand. Voilà, à la santé de tout le monde et de nos montagnes. Voilà. De ce côté-là, là, la descente qu'on peut faire, c'est entre la tête et le ski. C'est la tête. On voit toute la chaîne de la France jusqu'à la Suisse. C'est la plus belle vue du Mont Blanc. Et Bonatti disait que c'était le roi. À ça, je répondais, c'est l'empereur. C'est une vue magnifique. C'est sûr qu'il y a une grande amitié très profonde avec Walter et qui vient du Freinet. On est revenus tous les deux et j'ai toujours dit, ce qui est tout à fait vrai, je me permets de le rappeler, je lui dois la vie. Ce mec connaissait toute la descente, tout ça. Sans lui, moi, je serais tombé dans un trou et je ne serais plus là, quoi. Vraiment. Et alors, on est né une très grande amitié. J'ai eu beaucoup d'amis en politique, mais c'est pas la même chose. Là, il y a un lien qui n'existe pas en politique. Le lien, c'est la vie. Quand on grimpe avec un autre alpiniste, un ami, l'amitié est beaucoup plus forte que tout, puisque ma vie dépend de la sienne et la sienne dépend de moi. Secret, ce qui n'existe pas dans les disciplines sportives. J'aime beaucoup le sport, les disciplines sportives. Mais là, il y a cet élément qui emporte tout, c'est qu'on risque sa vie. Alors voilà, ça ne m'a pas empêché d'avoir des amis dans la vie politique. Plutôt des adversaires souvent d'ailleurs, parce que je joue ma gueule et je les engueulais. Mais non... les amitiés comme on a en montagne, il n'y a qu'un autre monde où on peut avoir ça, c'est les grands marins, quoi. Les types sur la mer qui voguent à 2 ou 3, ils risquent aussi leur peau. Donc ils sont très attachés par ce lien qui est un lien vital. C'est pas difficile en plus. Allez, ça se met comme ça. Non mais je veux dire, il n'y a pas d'escalade, de trucs comme ça. Pas du tout. C'est un chemin comme ça qui est jusqu'au fond des... Émilie est la seule parmi les enfants de Pierre à avoir hérité du virus de la montagne. Une passion qui ne doit évidemment rien au hasard. Regarde, ils sont bien les mecs au soleil là. Attends, bah là c'est pas mal, t'as un petit banc et tout. Quand j'étais toute petite, j'avais des très bons rapports avec lui, puis ensuite on s'est plus beaucoup vus pendant de nombreuses années. Et puis après on s'est retrouvés, sans doute aussi un peu grâce à la montagne, parce qu'on est partis en voyage ensemble dans les Dolomites, chez son copain Roberto. Et puis moi j'ai commencé à m'intéresser à la montagne parce que j'étais curieuse de savoir ce pourquoi il nous avait abandonnés un peu. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, à faire un peu d'escalade et de marche et de via ferrata dans les Dolomites et tout ça, et puis de lire un peu l'histoire de la montagne pour comprendre un peu mieux. Et puis j'ai commencé à aimer énormément et je pense que ça nous a pas mal rapprochés. Maintenant, elles sont derrière. Ici derrière, oui. Alors on vient à pied du Brévent, c'est long dans la neige. Putain, c'est long. Avec le boulot que j'avais, la montagne, je n'ai pas eu de vie de famille. Et mes enfants, notamment ma fille qui aime la montagne, m'en a absolument pas voulu. Je me suis pas occupé. Alors je les ai pas vus grandir. Je me suis pas occupé de leur travail. Je les ai jamais fait lire, etc. Là, je suis le dernier des cons, quoi. Et ça me manque beaucoup. Alors même le fait qu'elles m'en veulent pas me suffit pas. Je me dis merde. Donc ça me manque beaucoup. Ça, c'est un grand regret. Mais enfin, on peut pas tout faire après tout. Dans la face est du Grépon, le Grépon continuant les Grands Charbons, ce que tu vois ici, il y a un petit col et puis on arrive, alors par l'aiguille de la République, on arrive aussi au Grépon. Ouais, moi j'avais été faire d'autres trucs, j'avais été du côté du bassin d'Argentière, de l'autre côté, le bassin d'Argentière et de l'autre côté de ça. Quand tu descends du col des Montées,
là-haut, Ouais. tu descends sur la face du glacier d'Argentière. Je vois, Voilà. d'accord. C'est une vie fabuleuse, j'ai eu la chance. Si j'avais à recommencer, je recommencerais 100 fois, quoi. Mais encore une fois, ça n'a rien d'exceptionnel.